Raphaël Serror, qui est professeur de rhumatologie à Bicêtre et à qui on a demandé de nous rapporter son expérience bisphosphonates et grossesse. Voilà, merci Raphaël. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis très honorée de venir parler sur l'os devant un public aussi avisé. Nous, on travaille dans les maladies rares, mais ce n'est pas les mêmes, c'est plutôt les maladies auto-immunes. Quoi qu'il en soit, dans ces maladies, on est amené à utiliser les biphosphonates. Voilà pourquoi on s'était intéressé à étudier l'impact des biphosphonates au cours de la grossesse. C'est une étude qu'on avait menée en collaboration avec le CRAT, qui est le Centre de référence sur les agents tératogènes. Je passerai donc assez brièvement sur les mécanismes d'action, les indications des biphosphonates, en particulier chez la femme en âge de procréer, les impacts potentiels sur la grossesse, et après on en viendra aux résultats de l'étude et la comparaison avec les données de la littérature. De façon très simpliste, on va utiliser les biphosphonates dans les situations de haut remodelage osseux avec une résorption importante supérieure à la formation. Quand on donne des biphosphonates, ils vont venir se fixer dans l'os, et l'ostéoclaste va les incorporer via une endocytose. Et l'incorporation donc, des biphosphonates dans les ostéoclastes va entraîner l'apoptose de ces ostéoclastes, c'est-à-dire leur mort des ostéoclastes. Ce qui va permettre aux ostéoblastes de prendre un peu plus de place et de refabriquer de l'os. Donc ça, c'est au début de l'administration des biphosphonates. Puis vient un état, on va dire, l'état de stabilité, où les ostéoclastes ont repris leur place. Il y a moins d'ostéoclastes puisqu'il y a des biphosphonates. Mais ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est qu'il va rester des biphosphonates dans l'os. On va voir que c'est important. Si on revient sur les indications des biphosphonates chez les femmes en âge de procréer, dans le cadre des maladies rares auto-immunes, ce qui est notre cas, on les utilise essentiellement dans les ostéoporoses cortico-induites. Et il y a pour ça des recommandations que beaucoup d'entre vous connaissent puisqu'ils les ont établies. On va se situer donc, dans la prise en charge de l'ostéoporose cortisonique ici, dans la situation des femmes non ménopausées puisqu'elles sont enceintes, donc des femmes jeunes. Et dans ce cas, ce que nous disent les recommandations, c'est que le traitement par biphosphonate n'est pas systématique, qui nécessite une évaluation individuelle du risque, parce que c'est une situation, normalement, chez la femme jeune, en dehors des maladies osseuses constitutionnelles, où il y a peu de risques fracturaires, puisqu'un des principaux facteurs de risque, c'est la chute. Et que le traitement anti-ostéoporotique, c'est-à-dire les biphosphonates ou autres, va se donner principalement en cas d'antécédent de fracture. Et dans ces cas-là, on nous dit qu'il faut privilégier un certain biphosphonate, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça, c'est les recommandations. Il y en a dans plein de pays, elles ne sont pas toutes pareilles, mais globalement, c'est à peu près ce qu'on va retenir. Et il y a deux autres situations où on va pouvoir utiliser les biphosphonates. C'est les maladies osseuses, constitutionnelles ou acquises, donc ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, et éventuellement l'hypercalcémie, mais qui survient le plus souvent dans un contexte tumoral où la grossesse est plus rare, mais vous verrez qu'on a quand même eu des cas de patientes qui avaient eu des biphosphonates pour des problèmes néoplasiques. Pourquoi on s'intéresse à l'impact potentiel des biphosphonates sur la grossesse ? C'est parce que ces biphosphonates vont avoir une longue demi-vie osseuse. C'est-à-dire que quand on va prendre des biphosphonates, ils vont très vite être absorbés par le tube digestif, de façon relativement faible pour les biphosphonates oraux. Très peu des biphosphonates sont absorbés, mais une fois qu'ils sont dans le sérum, ils ont une forte avidité pour l'os et ils vont venir se fixer dans l'os. Mais ils ne vont pas rester dans l'os et ils vont être relargués progressivement, régulièrement, pendant des mois, voire des années. On a deux types de biphosphonates en termes d'affidité pour l'os, ceux qu'on appelle de faible affinité et ceux de haute affinité. Globalement, dans ceux qu'on a en France, dans les biphosphonates de faible affinité, on a le risédronate qui s'appelle le Fosamax, Fosavance ou tout autre nom commercial. Et dans ceux de haute affinité, on a les autres. Et dans ceux de haute affinité, il va y en avoir beaucoup plus dans l'os et l'os va donc relarguer dans la circulation des biphosphonates en quantité plus importante et surtout de façon plus prolongée. Il y a eu plusieurs études qui ont montré ça. Donc, par exemple, sur les deux formes orales les disponibles en France, donc l'alindronate et le risédronate, des patientes qui avaient été traitées
pendant environ 50 mois, qui avaient arrêté les biphosphonates depuis un peu plus d'1 an et ont dosé la présence de l'alendronate, du risédronate dans l'os. Et on voyait que pour l'alendronate, il restait de l'alendronate dans le sérum, alors que pour le risédronate, plus d'1 an après l'arrêt du traitement, il n'y en a plus. C'est pour ça que l'on recommande celui-là chez les femmes en âge de procréer, puisqu'on sait qu'en l'arrêtant, on va très vite ne plus le retrouver dans l'os, et on voit qu'entre 6 et maximum 19 mois après l'arrêt du traitement, on ne retrouve plus de risédronate. Pour les biphosphonates par voie IV, beaucoup moins de données. On avait des données chez des enfants donc traités pour des fragilités osseuses par pamidronate, qui est l'arédia qu'on utilise un peu moins. Donc on n'a pas de données pour l'acide zoledronique, mais en tout cas avec le pamidronate, ce qu'on peut voir, c'est que des années après l'exposition, on retrouve encore une excrétion de pamidronate, ici dans les urines, mais qui passe bien sûr par le sérum. Donc, une demi-vie osseuse et un relargage très prolongé, ce qui fait que même après l'arrêt, il peut y avoir une exposition fétale au biphosphonate. Est-ce qu'il y a un transfert direct placentaire, c'est-à-dire que s'il est administré pendant la grossesse, est-ce que ça passe? Donc ça, c'est des études qui ont été faites chez les rats, parce qu'on ne s'est pas amusé à administrer des biphosphonates de façon expérimentale chez la femme enceinte. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que, comme chez l'homme, disparition très rapide du biphosphonate dans le sérum, on en retrouve dans l'os, on en retrouve d'abord dans le placenta, puis la concentration placentaire baisse et on en retrouve chez le fœtus. Donc il y a un transfert direct, chez le rat en tout cas, et probablement chez l'homme, sur cette vieille vignette clinique de 1994, d'une scintigraphie osseuse. Dans la scintigraphie osseuse, on injecte un biphosphonate marqué, et donc on marque le squelette de la maman, mais également le squelette en construction du fœtus. Donc il y a un transfert du biphosphonate qui serait administré pendant la grossesse. Enfin, on sait que le biphosphonate a une affinité plus ou moins importante en fonction du biphosphonate pour l'os, et probablement pour l'os ayant un turnover important, c'est-à-dire celui qui est en haut remodelage et en construction, ce qui est le cas du squelette fœtal, et chez l'enfant, par exemple, des épiphyses de croissance, où on voit, quand on donne des biphosphonates chez l'enfant, des lignes sclérotiques qui apparaissent. Après, est-ce qu'il y a un effet tératogène? Donc chez le rat, qui sont les seules données dont on dispose de façon expérimentale, chez le rat, quand on donne des biphosphonates à dose, on va dire, thérapeutique, aucun effet tératogène. Quand on donne des biphosphonates à dose suprathérapeutique, on voit donc ici c'était de l'alendronate et un autre biphosphonate qu'on n'utilise pas chez l'homme mais qui était expérimental, on voit qu'on peut avoir un plus petit poids fœtal, une longueur de la diaphyse fémorale un peu plus courte, et donc ça c'était la même chose, et un volume diaphysaire fémoral plus élevé qu'en l'absence de biphosphonate. Donc possiblement à des doses suprathérapeutiques un effet, un retard à l'ossification, également des anomalies du développement dentaire dans d'autres études où on utilisait les biphosphonates à haute dose chez les rats. Fort de ces constatations, on s'est intéressé à savoir ce qu'il en était chez l'homme, plus exactement en l'occurrence chez la femme. Donc c'est une étude qu'on avait menée avec le CRAT. Donc le CRAT, Centre de référence sur les agents tératogènes, reçoit des appels réguliers en disant j'ai un patient qui a été exposé à tel ou tel médicament, est-ce que c'est dangereux, etc. Donc à chaque fois qu'il y a un de ces appels, le clinicien qui appelle remplit une fiche avec toutes les données possibles dont il dispose, et il va être recontacté et suivi jusqu'à la fin de la grossesse pour savoir quelle est l'issue de la grossesse. Et donc dans ce cadre, on s'est intéressé à savoir sur ces fiches quelles sont celles qui contenaient un biphosphonate, et on a étudié donc les patients qui avaient reçu un biphosphonate pendant la grossesse ou dans les quelques semaines, dans les 6 semaines précédant la grossesse, puisqu'on a vu que l'administration antérieure de biphosphonate expose vraisemblablement du fait du relargage osseux au biphosphonate ultérieur. Et on a donc déterminé l'issue de ces grossesses pour la maman et pour le bébé. Donc c'était une étude cas contrôle, puisqu'on a essayé également, pour pouvoir avoir contrôle, d'obtenir des contrôles par le même biais, puisqu'il y a donc des patientes, vous allez voir, les indications, ça va être des maladies auto-immunes ou des maladies osseuses.
Et on va prendre des patientes, par exemple, avec des maladies auto-immunes qui n'ont pas eu de biphosphonate. Ensuite, le suivi est prospectif, comme je vous l'ai dit, puisque une fois qu'elles ont déclaré l'exposition, les agents du CRAD vont récupérer les données de la fin de grossesse. Donc, on va avoir nos cas qu'on a séparés en deux types. Les cas qui ont une maladie inflammatoire, c'est-à-dire pour lesquels les biphosphonates ont généralement été donnés pour de l'ostéoporose cortisonique dans le cadre de maladies auto-immunes traitées par forte dose de corticoïdes, et des patients qui ont des maladies osseuses où l'indication est la maladie osseuse. Pour les maladies inflammatoires, on va avoir des contrôles qui sont à peu près similaires, excepté l'exposition aux biphosphonates, puisqu'il y a d'autres femmes qui ont déclaré des expositions médicamenteuses pour des maladies inflammatoires, on va voir. Pour les maladies osseuses, par contre, comme il n'y a pas d'autres maladies sous-jacentes, et que la maladie osseuse est l'indication des biphosphonates, on va avoir des contrôles sains, et ça pourrait expliquer quelques différences qui ont été observées. Donc 39 femmes ont été exposées aux biphosphonates durant 33 grossesses, entre 6 semaines avant pour 6 patientes et pour les autres pendant la grossesse. 23 avaient une maladie inflammatoire et les maladies inflammatoires étaient des lupus ou SAPL, des polyarthrites rhumatoïdes et d'autres pathologies inflammatoires où il y avait un petit peu de tout, B7, Mickey et haute vascularité. On voit qu'il y a quand même un petit déséquilibre, c'est-à-dire que pour nos contrôles, il y a un peu plus de lupus et ça va se refléter dans les traitements et sinon à peu près autant des autres maladies. Les biphosphonates qui avaient été utilisés, donc du risédronate pour 15 d'entre elles, de la lindronate et éthydronate pour une et un autre dont le nom de la molécule n'était pas connu. La plupart des patientes ont été exposées au cours du premier trimestre de la grossesse. Elles pouvaient, comme vous le voyez, avoir été exposées pendant plusieurs trimestres. Elles étaient exposées à d'autres médicaments. Évidemment, chez les cas, 26% étaient exposés au méthotrexate, dont on sait que c'est un agent tératogène, aux IEC, qui est aussi un agent tératogène, aux AVK. Donc vous voyez, il y a aussi des facteurs confondants. Là, ce n'est pas noté, mais il y en avait aussi certaines qui avaient été exposées, par exemple, au Salcept. Donc certaines différences entre nos cas et nos témoins, malgré le fait qu'on ait pris des contrôles ayant des maladies inflammatoires et auto-immunes. On a eu plus fréquemment des interruptions thérapeutiques de grossesse chez les cas, mais pour des expositions à d'autres agents tératogènes. Et c'était pour cela qu'il y avait plus d'interruptions thérapeutiques de grossesse. Mais si on prend les grossesses, ce qu'on va dire restantes, celles qui ont été poursuivies, on voit qu'il n'y a pas de différence en taux de naissance vivante entre les cas et les contrôles. En termes de poids de naissance, taille de naissance, terme de naissance, aucune différence. Et en termes de malformation congénitale, pas de différence non plus. On a eu 2 cas dans chaque, dont un dans le groupe des cas qui était clairement un syndrome polymalformatif lié au mycophénolate mofétyle. Les complications néonatales, on en a vu un petit peu plus, mais qui n'avaient clairement pas de lien avec le biphosphonate, des histoires de polyglobulie, d'infection materno-fétale. On n'a pas observé d'hypocalcémie néonatale, en sachant que très peu de patientes avaient été exposées au 3e trimestre. Et dans les contrôles, c'était le même type de complications. Concernant les maladies osseuses, les indications étaient multiples, des ostéoporoses, des néoplasies, pour 3 d'entre elles, et quelques maladies osseuses propres, une ostéogenèse imparfaite, une fibrodysplasie osseuse. Les traitements étaient plus souvent cette fois-ci, étaient toujours plus souvent par voie orale, mais il y avait un peu plus d'exposition par des biphosphonates intraveineux, en particulier le pamidronate. Pas de différence sur l'âge des cas et des contrôles, et une exposition, pareil, principalement au premier trimestre de la grossesse. Sur les taux d'interruption thérapeutique de grossesse ou volontaire, il y avait un petit peu plus chez les cas que chez les témoins. Et là, on a observé une différence en termes de naissance vivante entre les cas et les témoins, mais il faut savoir qu'il y avait ici des patientes qui avaient voulu poursuivre la grossesse malgré une maladie néoplasique sous-jacente et des traitements dont une avait fait une hypercalcémie au cours de la grossesse. En termes d'avortement spontané, également. Donc un peu moins de naissances vivantes dans ce groupe, mais on est là sur des contrôles sains, donc des grossesses normales, et là sur des patients ayant des pathologies sous-jacentes.
Sur celles qui étaient arrivées à terme, pas de différence en termes de poids, de terme, de taille de naissance, de risque malformatif ou de complications néonatales. Si on regarde les données de la littérature, il y a globalement 2 études qui ont comparé des cas et des témoins. Une première publiée en 2006 qui a étudié 24 grossesses exposées à l'alendronate, qui les a comparées à 790 grossesses non exposées. Et dans cette étude, on retrouvait un âge gestationnel à la naissance un peu plus élevé, c'est-à-dire un terme à 38 semaines versus 40, un poids moyen un peu plus faible chez les patientes exposées, et des avortements spontanés également un peu plus fréquents. Donc là, c'était les pathologies qu'avaient les femmes, donc très diverses et variées. Mais dans cette étude, on n'a aucune donnée sur les caractéristiques, que ce soit des patients ou des témoins, sur d'autres facteurs de risque que les grossesses ne se passent pas bien, par exemple l'âge maternel, le nombre de grossesses antérieures, les complications et tout ça. En particulier l'âge qui est un élément important. Sur une étude un peu plus qui date de 2009, là cette fois-ci on a la comparaison de 21 cas et 21 témoins avec des données parfaitement connues sur l'âge maternel, le nombre d'enfants antérieurs, l'antécédent d'avortement spontané, avec aucune différence donc, sur toutes ces caractéristiques qui peuvent avoir un impact sur la grossesse. Et là, on ne retrouve pas de différence en termes de naissance vivante, en termes de complications néonatales, de poids de naissance ou de terme de naissance. La revue de la littérature faite par l'OSADA montre à peu près les mêmes données avec un chiffre que je ne sais pas si vous voyez là mais qui est important, qui est grosso modo 86% de naissances vivantes et pas tellement finalement de phénomènes malformatifs comme vous pouvez le voir ici dans ces données de la littérature. Donc, en conclusion, il est logique de s'intéresser à l'impact des biphosphonates sur la grossesse du fait d'une possible exposition du fœtus, même lors d'exposition antérieure aux biphosphonates du fait du relargage osseux prolongé et du transfert transplacentaire. Donc, le fœtus est exposé si la mère a été exposée pendant ou avant la grossesse. C'est pour ça que les recommandations, dans les cas les plus classiques sur les femmes en âge de procréer, sont de limiter les indications aux fractures prévalentes ou aux fragilités osseuses très importantes, de préférer celui qui a une faible affinité osseuse et qui donc disparaîtra plus facilement au bout d'un an du sérum et donc du risque d'exposition, donc le risédronate. Cependant, il y a des situations, comme dans les maladies osseuses ou constitutionnelles, ou les cas qu'on a vus tout à l'heure de cascade fracturaire du postpartum, où les patientes vont avoir été exposées et avoir des grossesses ultérieures. On a l'impression, sur les données de la littérature et sur ce qu'on a vu nous, qu'il n'y a pas de risque malformatif propre lié au biphosphonate, mais qu'ils étaient plutôt, en tout cas dans notre étude, liés à la pathologie sous-jacente ou aux autres expositions médicamenteuses, que le taux de complications néonatales n'est pas franchement plus élevé. Le risque d'hypocalcémie, ce qui est décrit dans la littérature du nouveau-né, nous n'en avons pas observé, mais très peu d'exposition au cours du 3e trimestre, et probablement que c'est dans ce cas où il y a plus de risques. Enfin, ce qu'on a pu observer, c'est une possible augmentation du risque de fausse couche ou de perte fœtale dans notre groupe de maladies osseuses comparé aux témoins sains, avec un possible rôle de la pathologie sous-jacente, et dans l'étude où on n'avait pas de données sur les caractéristiques des cas et des témoins et dans la nôtre, peut-être un plus petit poids de naissance chez ces patients. Enfin, ce qui manque dans la littérature, c'est les données, et aussi dans notre étude, de suivi chez les nouveau-nés. En particulier, il y a eu des cas, comme je vous disais, de problèmes de malformation dentaire chez les rats traités à haute dose, on ne sait pas chez les enfants. Mais globalement, ces données sont plutôt rassurantes sur l'utilisation des biphosphonates dans ces circonstances, si on ne les donne pas pendant la grossesse. Merci. Merci Raphaël de ce topo optimiste. Je vais inviter Eugénie et puis Pascal à monter sur l'estrade avec Raphaël pour qu'on puisse leur poser quelques questions avant notre dernière intervention de la matinée. Je vous rassure, on prendra bien 1 heure pour déjeuner. Donc voilà. Quelles questions, est-ce que vous avez des questions pour nos orateurs ? Madame. Bonjour, c'est pour la dernière intervenante. Quand vous avez parlé de malformation dentaire,
chez les rats. Est-ce que ça pouvait être des agénésies? Voilà, j'en dirais, je ne pas plus. Je crois qu'il y avait effectivement des agénésies. Je ne pourrais pas vous l'affirmer de façon certaine. Christian. C'est une bonne question. Quand il n'y a qu'une fracture, généralement, je me donne le temps. En revanche, quand il y a 3-4 fractures, là, malgré moi, je suis amené souvent à proposer quand même un traitement, mais qui est souvent beaucoup moins long que dans l'ostéoporose post-ménopausique, parce que la densité osseuse, elle regrimpe assez rapidement. C'est difficile de se faire une idée, comme tu sais, de ce qui revient au traitement lui-même ou à l'évolution spontanée. Moi, j'ai quand même quelques exemples de femmes qui ont refusé le traitement, parce que souvent, cette population-là, elle se pose question, et notamment si elles veulent un autre enfant. Et il y en a qui remontent leur masse osseuse tranquillement et qui ne refont pas de fracture. Donc, on n'a vraiment pas beaucoup de données pour répondre à cette question. Moi, j'avais une question pour Eugénie. Est-ce que vous avez regardé la taille des patientes avant et après les grossesses, ou est-ce que ça peut être utilisé comme un marqueur pour les fractures vertébrales? Alors, on n'avait pas cette donnée avant-après, puisqu'on avait les données au dernier suivi. Ce serait intéressant, oui, sachant qu'il y a à peu près un tiers des patientes qui avaient fait des fractures vertébrales, puis d'avoir la donnée de taille. Oui. Est-ce que vous voulez continuer dans la discussion? Non, c'est bon, on continue. Donc on continuera à l'heure du déjeuner. Merci beaucoup. Merci de cette très intéressante table ronde. Et donc j'invite Madame Anne-Sophie Lapointe à venir nous parler des dernières actualités dans les maladies rares. Anne-Sophie est chef de projet adjointe, mais chef de projet quand même, à la mission maladies rares à la DGOS. Et à titre personnel, je voudrais la remercier de sa disponibilité pour toutes les questions et les interactions qu'on peut avoir. Merci beaucoup Agnès. Donc déjà, je vais essayer d'être percutante, de répondre à la fin à vos questions aussi si vous en avez. Vous pouvez en avoir. Et je vais essayer de vous brosser en 10 minutes, un peu plus de 10 minutes, un peu d'où on est parti et ce troisième plan qui a été lancé au mois de juillet, juillet 2018, qu'est-ce qu'on peut faire ressortir au bout d'un an en bilan et pour les 4 prochaines années jusqu'en 2022, à quoi on va pouvoir répondre en fonction de vos besoins et de vos attentes. Donc simplement un petit panorama et donc déjà un grand merci à Agnès de me permettre de pouvoir partager ce moment-là avec vous parce que c'est important de pouvoir. Ce plan, il est à tout le monde, donc il se construit tous ensemble. Donc c'est important de partager avec vous au bout d'un an là où on en est. Donc vous en êtes les premiers acteurs sur le terrain. Une petite vue très rapide. On en est à notre troisième plan maladies rares. On a bénéficié de tout ce qui a été capitalisé dans les deux premiers plans, avec la mise en place des centres de référence, la mise en place au deuxième plan des filières de santé de maladies rares, de la Banque nationale des données maladies rares. Et puis maintenant, on a un plan ambitieux pour porter un diagnostic et un traitement pour chacun. Donc une vue rapide sur 387 centres de référence, plus de 1800 centres de compétences, et c'est essentiel d'avoir ce maillage fin, je dirais, sur tout le territoire. Ce sont un peu et je dirais que les centres de compétences sont à la fois aussi les veilleurs et peuvent également être les lanceurs d'alerte pour pouvoir relayer vers des centres de référence un peu plus loin. Donc on s'appuie énormément sur ces filières, sur ces réseaux, et puis également au niveau européen, on a 24 ERN, donc la filière Oscar a un lien fort avec le RN Band, mais on s'aperçoit qu'il y a également EndoERN, il y a également Reconnect, et on a eu de la part de la filière, c'était
j'ai pu envoyer mes mails la veille du dépôt du dossier. C'était assez stressant et pour toutes les filières et pour moi au ministère, parce que ce sont des validations cabinet. Donc toutes vos candidatures ont été endossées. Donc les 4 candidatures d'Oscar vont maintenant partir au niveau de l'ERN, des ERN choisis. Donc il y a 3 ERN distincts, Bond, Reconnect et Endo-ERN. Et donc on va ensuite, vous allez avoir une évaluation par l'ERN sur les candidatures. Et au final, au bout d'1 an, ça prend un certain temps, il y aura une dernière validation qui sera faite par le Board des Member States où la mission maladies rares de la DGOS siège et donc où j'ai le plaisir de vous représenter au niveau des États membres et de la Commission européenne. Donc voilà un petit peu le paysage. Et puis je rappelle aussi que ces trois plans ont été portés par les associations de patients. Donc on a avec l'Alliance Maladies Rares un peu plus de 220 associations qui sont fédérées et je crois qu'on a cette avance par rapport à beaucoup d'autres pays européens grâce à cette synergie et cette dynamique qu'il y a depuis plus de 20 ans dans le milieu des maladies rares, avec chacun à sa place, chacun à sa juste place, mais travaillant tous ensemble dans le même sens. Donc ce 3e plan, il y a eu 2 évaluations, un par la santé publique et un par la recherche, qui a pu montrer qu'il y avait de très bonnes choses et qu'il restait encore des choses évidemment à concrétiser. Donc toujours des efforts de structuration, de coordination. Les filières sont là, les centres de référence sont là, les centres de compétences, les associations sont là pour faire cette coordination. Des défis spécifiques en termes de recherche, Agnès l'a très bien expliqué et j'ai l'impression que c'est un enjeu qui va être très important dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent pour la filière et c'est déjà vraiment ressorti. Et l'échange qu'on vient d'avoir avec des publications, avec une analyse et une discussion tous ensemble sur des cas, avec des présentations de projets de recherche, etc. Et de publications sont absolument essentiels pour pouvoir avoir ce partage des connaissances. Donc on a des défis spécifiques en termes de recherche, on a la constitution nécessaire d'avoir des banques, des bases de données. Donc ça c'est un élément également indispensable sur lequel le 3e plan maladies rares s'appuie. Et puis un rôle de leader européen à tenir. Donc on va avoir une organisation de soins dans ce 3e plan très fine avec le patient au cœur de toutes les démarches qui vont être faites. Et je dirais que dans les appels à projets qu'on a déjà pu lancer et qu'on va pouvoir vous présenter, vous avez à chaque fois la volonté et le besoin de pouvoir travailler avec les associations de patients quand elles existent, de façon à pouvoir avoir et à les former également dans le sens où tout ce qui va être dans le champ de l'éducation thérapeutique du patient, c'est essentiel de pouvoir avoir des échanges entre pairs et pour cela, on a besoin d'avoir de former des patients experts. Donc il y a cette articulation, la structuration dans toute l'organisation de soins et puis les innovations thérapeutiques, c'est un champ qu'on va porter dans le plan maladies rares, dans un des axes. Alors c'est tout ce qui est médicaments est porté par la DGS, la Direction Générale de la Santé, avec un groupe de l'axe 4 du 3e plan maladies rares spécifique au traitement, aux médicaments, au repositionnement. Donc tout à l'heure, Agnès l'a effectivement évoqué, il y a un observatoire du diagnostic pour chaque filière qui va se mettre en place et thérapeutique. Donc il y a ce travail. Donc on a 5 ambitions avec permettre un diagnostic rapide pour chacun, innover pour traiter, améliorer la qualité de vie et l'autonomie des personnes malades, communiquer et former et moderniser les organisations et optimiser les financements. Donc on a, je vais pouvoir vous évoquer au bout d'1 an du PNMR3 ce qu'on a pu faire, là où on va pouvoir vous accompagner concrètement pour votre filière et pour vos centres avec, je ne sais pas si vous avez pu voir le distinguo entre PNMR2 et PNMR3, mais pour avoir participé avec Sylvie Audan dans sa construction de ce plan, on a en fait un plan qui est doté de financement plus important que ce qu'il y avait au PNMR2. Vous avez des appels à projets qui vont accompagner les missions
les différentes missions, notamment les PNDS, notamment l'éducation thérapeutique du patient, avec des financements conséquents. Donc vraiment, nous, on a besoin on souhaite vous accompagner le mieux possible, avec un engagement également pour pouvoir avoir une meilleure vue sur ce financement et que vous puissiez bien suivre également votre financement sur ces différentes thématiques. Donc une vision d'ensemble sur un PNMR3 avec 55 actions, 11 axes de travail. On a 23 actions portées par la mission maladies rares à la DGOS. On a 10 actions avec nos collègues de la recherche, sachant que c'est un plan qui est vraiment soins et recherche, porté par les 2 ministères. 8 actions en cours par la DGS, donc ça va être tout ce qui va être autour du diagnostic néonatal, donc ça c'est l'axe 2, et tout ce qui est autour de l'axe médicaments, l'axe 4. Il y a un gros travail qui se fait avec les filières déjà et avec la HAS sur tout ce qui est dépistage néonatal. La filière G2M pour les maladies métaboliques a toute une revue de la littérature et suit ça de façon très, très fine. Et je dirais que par le fait que ce sont des maladies métaboliques et certaines donc avec des atteintes osseuses, par répercussion, la filière Oscar est directement liée également, pour notamment tout ce qui est MPS, que ce soit Hurler en particulier, ou bien marotolamie pour les MPS6. Donc on voit bien que par ricochet, c'est une dynamique qui emmène tout le monde. Il y a également des actions par tout ce qui est autour du handicap, avec la DGCS, avec le secrétariat du handicap, et des actions aussi où on attend de la loi de bioéthique. Damien l'a très bien expliqué ce matin. On attend également sur tout ce qui est données, alors on ne va plus parler de données secondaires, mais tout ce qui va être d'informer et consentir par rapport au plan France Médecine Génomique, la modification de l'article 16-10, de façon à pouvoir quand même sur les données trouvées de façon incidente, de pouvoir les rendre. Et ça, c'est quelque chose qu'on attend de la loi de bioéthique pour pouvoir vraiment vous aider également dans votre travail. Dans cette loi de bioéthique, il y avait également des sujets très importants qui sont portés au niveau des conseillers en génétique. Les conseillers en génétique et leur présidente de leur association, la Société Savante, a été vraiment très sollicitée en termes de formation, en termes de reconnaissance de la filière. On a vraiment besoin de ces conseillers en génétique, donc on a besoin de s'appuyer sur eux également. Et voilà, il y a énormément de champs, tout ce qui est consentement aussi interactif, réétude des données, comment on fait pour mettre un peu en place des e-consentements. Et puis également tout un travail avec Avisan. Vous avez entendu certainement parler au niveau de la recherche de tout le EJP-RD, le European Joint Programme, qui est notre plan maladies rares recherche européen et qui est piloté par l'INSERM et par la France. Donc c'est important aussi, nous, d'être complètement articulés avec eux, et ça fait partie des actions du plan maladies rares. Donc vous décrire rapidement les groupes de travail. En fait, nous ne sommes rien. C'est-à-dire que nous ne sommes que ce que nous faisons à travers nos groupes de travail. Donc les filières de santé maladies rares sont extrêmement impliquées dans ces groupes de travail. Donc je vous ai mis tous les groupes de travail que l'on a. Donc des groupes de travail autour du diagnostic, un groupe de travail qui est plus récent, qui est vraiment sur l'articulation entre le PNMR3 et le plan France Médecine Génomique. On a le professeur Christelle Thauvin, qui vient d'être missionnée par le président de l'INSERM comme adjointe à Catherine Nguyen à l'ITMO GGB, pour pouvoir accompagner vraiment ce travail autour des préindications pour le plan France Médecine Génomique, et pour pouvoir accompagner chaque filière. Donc elle a contacté chaque filière pour vraiment il y ait un dialogue en permanence et un cercle vertueux entre PNMR3 et PFMG. Donc on a également tout un travail autour du parcours de soins avec des sous-groupes de travail, avec l'éducation thérapeutique du
patient, tout un groupe de travail également autour du DMP, de façon à inscrire dans le DMP un module maladie rare, avec une notion aussi de patient remarquable, de façon à ce que des personnes, notamment en situation d'urgence, puissent être identifiées très rapidement par les urgences avec leur pathologie maladie rare. Un groupe de travail sur l'appel à projet sur les plateformes d'expertise, où la filière Oscar, de par le très grand investissement d'Agnès à Bicêtre et à la plateforme Paris Sud, on a pu bénéficier de son expertise et de ce qui avait été fait précédemment, et un groupe de travail sur l'outre-mer également. On a un groupe de travail sur la formation, un sur les bases de données. Je vais pouvoir vous présenter tout ce qui est autour de 100 diagnostics et le travail que l'on fait pour pouvoir avoir un observatoire du diagnostic avec les 23 filières, et un groupe de travail qui concerne plus ma collègue Julie, mais qui est essentiel pour vous, et je sais que c'est quelque chose qui impacte beaucoup votre quotidien, surtout sur Pyramide et sur le financement des filières, mais également des centres de référence, de façon à pouvoir avoir une bonne vision d'ensemble et une coordination, et de savoir comment travailler sur des leviers pour que les financements aillent de façon plus répartie et plus homogène, d'avoir la même équité en fonction de là où on est dans son centre de référence. Un groupe de travail également sur le médicament, avec piloté par la DGS, donc c'est important avec cette idée d'observatoire, et puis les groupes de travail pilotés par nos collègues de la recherche. Donc pour les appels à projets, je vais vous donner quelques exemples concrets de ce qu'on a fait à 1 an. Donc à 1 an, on a 4 candidatures qui ont été validées pour le CHU de la Martinique, le CHU de la Guadeloupe, le CHU de la Réunion et le CH de Cayenne, de façon à avoir 4 plateformes de coordination d'outre-mer. Le jury s'était réuni courant de l'été, fin août, et donc on a eu au mois d'octobre, et on a donc ces candidatures qui sont déjà officiellement maintenant portées pour ces 4. Ils auront donc un accompagnement chaque année pour pouvoir faire un lien, pour pouvoir repérer, je dirais, des patients qui sont atteints d'une maladie rare, et pouvoir s'articuler avec les filières de santé maladies rares et faire un lien, je dirais, entre la métropole et puis le territoire d'outre-mer. Donc ça, c'était important. On travaille avec des notes d'information qui sont publiées, qui sont relayées également par les ARS, et nous appuyons énormément sur les filières pour faire redescendre les appels à projets. Donc c'est important que la filière coordonne, parce que c'est dès qu'on a l'information et dès qu'on a la validation au ministère, en fait, avant que ça passe ça passera par les tuyaux, je dirais, du journal officiel, etc. Mais le guichet le plus rapide passe par la filière, qui doit pouvoir après répertorier les différents appels à projets. Donc ça, c'était pour les plateformes d'expertise outre-mer. L'appel à projet ETP, on a eu un challenge important. On avait 139 dossiers reçus en provenance de 23 filières. Donc, comme l'a rappelé tout à l'heure Agnès, il y a eu 6 programmes ETP, et il y a eu 5 programmes qui ont été retenus, avec 3 programmes qui portaient sur l'ostéogénèse imparfaite, avec 3 centres de référence maladies rares. Ce que le jury a demandé, c'est que ces 3 centres de référence maladies rares se coordonnent pour pouvoir porter effectivement ce nouveau projet d'éducation thérapeutique du patient dans l'ostéogénèse imparfaite. Et puis voilà, il y a une actualisation pour le CED non vasculaire, non vasculaire, mais et également sur XLH, voilà. Donc voilà, donc ça c'est des questions concrètes qui vont être financées dès maintenant, c'est-à-dire que ça part dans la dernière circulaire. Donc vous aurez concrètement notre accompagnement
pour ces programmes d'éducation thérapeutique. L'année prochaine, il y aura un nouvel projet, donc je vous le dis, mobilisez-vous, il n'y a aucun problème, et on vous finance également, c'est soit d'une actualisation, soit des nouveaux projets, et le montant est assez important pour des nouveaux projets, de façon à pouvoir inclure tout ce qui est formation, notamment formation des patients experts, formation des médecins, formation des équipes, des paramédicaux à l'éducation thérapeutique du patient, parce qu'on ne peut dispenser de l'ETP que si on est formé. Avant, ce n'était pas tout à fait le cas. Il suffisait de deux personnes dans l'équipe, mais maintenant, chaque personne doit avoir été formée à l'ETP. Donc voilà déjà ce que je peux concrètement vous dire par rapport à l'appel à projet des plateformes d'expertise qui avait eu lieu, ces deux appels à projets. Les résultats, on avait reçu les candidatures le 10 octobre, le jury avait lieu le 16 et le 17 octobre. Nous avons ensuite un circuit de validation par le jury du compte-rendu et par la validation, nous, au niveau cabinet du ministre, pour les choix. Donc c'est important également je vais pouvoir vous annoncer, on avait eu 16 candidatures pour les plateformes d'expertise maladies rares. Ces plateformes ont une vocation, elles ne sont pas là pour dédoubler ce que les filières font. Elles ont une action locale, mais vraiment locale. C'est-à-dire qu'on s'est appuyé sur ce que Paris Sud faisait également, avec une dynamique importante pour Paris Sud dans la recherche, mais on n'a pas voulu figer le modèle de la plateforme d'expertise. Donc une plateforme d'expertise pouvait également avoir un modèle plus médico-social, ce qui est le cas d'Angers, qui avait déjà Prior. Angers et Nantes avaient déjà un projet. Donc sur ces 16 candidatures, on en a retenu 10. Et puis pour vous faire déjà un retour concret, pour l'instant oral, mais qui a été validé également, on avait eu sur Paris 5 candidatures. Il y en a 3 qui ont été retenues. Donc Paris Sud Paris-Saclay a été validé, APHP Point Centre également, et Henri Mondor. Et donc, de l'autre côté, vous allez avoir une plateforme d'expertise à Lille, une à Dijon, une à Rennes, une à Bordeaux, une à Marseille, une à Lyon. Donc, je pense qu'on arrive à une dizaine voilà, la Bretagne, Rennes, qui avait un projet important, et également Angers et Nantes. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir un maillage territorial qui s'appuie sur ces plateformes qui seront vraiment au niveau local, de façon à pouvoir... on a souvent des patients maladies rares qui font beaucoup de kilomètres pour aller voir leur centre de référence, mais au niveau local, qui ont besoin d'un soutien également et d'avoir des professionnels qui connaissent le maillage, soit des centres IME, polyhandicap, etc., qui ont besoin au niveau de leur MDPH d'avoir également un travail important pour pouvoir reconnaître leurs droits. Et ça, finalement, ce n'est pas le centre à 500 ou 600 km qui va pouvoir les accompagner, mais c'est vraiment le centre là où ils habitent, là où ils sont, qui va pouvoir les accompagner. Donc c'est pour ça que c'est une offre qui est différente de celle des filières, mais complètement complémentaire. Donc on les accompagne, nous, pour amorcer le travail de ces plateformes pendant 2 ans. Et pour la dizaine d'autres plateformes qui restera à mettre en place, donc dans 1 an et demi, on refera un appel à projet pour compléter et avoir ainsi sur toute la France une vingtaine de plateformes au niveau national et toujours nos 4 plateformes au niveau outre-mer. Donc très, très rapidement, maintenant par rapport aux actions du PNMR3, je vous aurai de toutes les manières les slides, mais j'aurais juste voulu vous montrer une action que l'on met spécifiquement pour la thématique du sans diagnostic. Ça a été déjà très très bien expliqué ce matin, donc je vais certainement pas être du niveau de Damien sur la ville et de Valérie Cormier-Dair, simplement pour nous dire comment on accompagne concrètement les filières. Donc c'est essentiellement par l'action 1.7, donc je ne vous dirai pas ce que le diagnostic provoque, mais on voit bien que sans diagnostic, il peut y avoir un risque d'aggravation de la maladie, le fait d'avoir une multiplicité des consultations,
multiplicité de démarches administratives avec des personnes qui, le sans diagnostic, posent beaucoup de questions aux partenaires médico-sociaux de la MDPH, la mise en place d'une prise en charge adaptée quand on a un diagnostic, et puis on a bien parlé tout à l'heure du conseil en génétique, et puis l'opportunité, sans diagnostic, il est difficile de réfléchir à des thérapeutiques et à de la recherche, à des essais cliniques ou à des traitements. Donc c'est un enjeu majeur du 3e plan maladie rare. Donc on va accompagner à travers un observatoire du diagnostic avec 2 enjeux. L'idée est de pouvoir au niveau national pouvoir également repérer des patients sans diagnostic avec des tableaux similaires. Et là, vraiment, ce qu'une filière porte au niveau national, je pense il faut s'appuyer là-dessus pour pouvoir avoir ce repérage de patients avec des tableaux similaires. Et puis, ce que l'on travaille également avec la BNDMR, c'est d'avoir aussi des algorithmes d'alerte par rapport aux données que vous allez rentrer dans Bamara pour pouvoir faire un retour des patients sans diagnostic que vous avez également dans vos bases et pouvoir réétudier au fil de l'eau peut-être des diagnostics qui pourraient se confirmer avec une avancée des techniques. Donc, on a également un lien avec la recherche, avec l'appel à projet recherche sur les impasses diagnostiques. Et c'est pour ça que cette action 1.7 du plan, on est en amont de cet appel à projet qui va sortir par l'ANR sur les impasses diagnostiques parce qu'on souhaite vraiment qu'on ait des vrais cas de sans diagnostic qui partent soit vers les plateformes de génomique, soit vers ces appels à projets recherche. Donc on a accompagné chaque filière avec un demi-ETP spécifique que l'on va reconduire à la fin en C3. Donc on pérennise cette année, on a accompagné les filières pour 60 000 € pour avoir une personne dédiée sur ce poste de façon à pouvoir prolonger l'année prochaine cette action. Et il y a un travail qui se fait de façon très fine avec la Banque nationale des données maladies rares sur ce sujet des sans diagnostic. Donc il y a eu un recueil des initiatives autour des sans diagnostic pour les 23 filières. Il y a des échanges réguliers avec la BNDMR. On en parle en copie de filière. On en parle également dans des réunions spécifiques autour du sans diagnostic. Et donc, le 1er octobre, on avait une réunion sur ce sujet-là. Donc, les conclusions sont assez diverses en fonction du type de maladie. On s'aperçoit que déjà, sans diagnostic, on ne veut pas forcément dire la même chose quand on parle de diagnostic. C'est-à-dire que certains ont un diagnostic clinique qui est absolument évident, mais on n'aura pas forcément la connaissance du diagnostic génétique. Mais pourtant, le diagnostic clinique permet vraiment de correctement pouvoir prendre en charge la personne. Donc c'est aussi important de savoir de quoi on parle quand on parle de diagnostic, et souvent les définitions sont un peu différentes entre filières. Donc il y a ce travail aussi à faire. Et puis il y a également, donc là c'est un dernier appel à projet qu'on a eu avec l'appel à projet des PNDS, où il y a un accompagnement important par le plan national maladie rare pour financer des programmes, des protocoles nationaux de diagnostic et de soins pour les filières de santé maladie rare. Donc on a également eu ce travail-là, sachant que c'est important dans ces protocoles de pouvoir bien définir aussi des arbres décisionnels, des arbres de diagnostic, parce que finalement, on s'aperçoit que ce parcours du diagnostic peut aussi s'être arrêté en cours de route, et c'est pas pour autant que les personnes sont sans diagnostic. En fait, c'est pas une réelle impasse de diagnostic. Donc, on a mis également beaucoup du plan maladie rare pour pouvoir financer ces actions. Donc, on voit bien, en conclusion, c'est errance, impasse, c'est difficile de pouvoir bien évaluer. La variabilité des situations, la définition entre l'errance et l'impasse à harmoniser. Et puis, on a également tout ce qui est diagnostic, étiologique, génétique et par type d'investigation réalisée. Donc, pour les filières de santé maladies rares, on a donc travaillé sur un observatoire du diagnostic. C'est ce travail qui se fait de façon très étroite avec la Banque nationale des données maladies rares. On
porte énormément le module, le set de données minimum maladies rares de la BNDMR dans le dossier patient informatisé. Il y a un pilote sur 18 hôpitaux, mais notre objectif majeur de ce plan, c'est d'éviter la double saisie et que chacun d'entre vous, par le dossier patient informatisé, vous aurez accès au set de données minimum maladies rares. Vous pourrez remplir les données pour Bamara et pouvoir également avoir un suivi et à terme avoir également à ce que ces données de Bamara soient utilisées pour pouvoir remplir Pyramide. Donc ça, c'est ce qui est en place et qu'on travaille avec les bureaux métiers, je dirais, de la DGOS. On a également tout le travail sur les RCP. On a accompagné chaque filière pour qu'elle se dote d'un outil pour pouvoir faire des RCP de façon à pouvoir s'articuler avec le plan France Médecine Génomique et avec le module de e-prescription pour l'envoi des échantillons. Il y a toute la question des recueils sans diagnostic, donc ça c'est l'action 1.7, et puis notre nouveau groupe de travail, PNMR3, PFMG. Et je conclus par, on en a parlé tout à l'heure, on a un groupe de travail formation, et c'était simplement pour vous lister les champs très importants qu'on a pu repérer, qui étaient importants pour chaque filière. Et on accompagne chaque filière sur des financements, donc elles vont pouvoir choisir, elles ont une autonomie de choisir les champs où elles veulent investir dans la formation, parce que c'est bien de l'investissement, la formation. Donc c'est à la fois dans les situations urgences et complexes, les situations pour avoir une médecine de ville mieux au courant des maladies rares et faire une meilleure articulation entre la ville et l'hôpital, la formation des paramédicaux, la formation avec l'outre-mer, la formation des jeunes médecins et des jeunes patients. On l'a mis au même niveau parce que c'est important. Donc c'est, je dirais, la transition enfant-adulte, mais c'est aussi la transition jeune médecin, étudiant en médecine à interne et puis ensuite chef de clinique, etc. Je crois que là aussi, il y a des transitions à accompagner. La formation à l'éthique de la santé par rapport aux grands enjeux qui se déclarent et que l'on voit se lancer. Et puis également des outils innovants. Il ne faut pas oublier, voilà ma dernière slide, il y a également des outils maintenant e-learning, des quiz, des cas cliniques, des formations en simulation. Et je crois que vous avez avec vous énormément d'inventivité. Il y a déjà des très bonnes choses qui se font dans vos centres de référence et la filière est le lieu idéal pour pouvoir partager ce qui se fait en formation de façon très pointue et à la fois ludique pour pouvoir également essaimer dans d'autres centres de référence. Donc merci pour votre attention. Merci Anne-Sophie. Je peux répondre à des questions. Voilà, alors bien sûr, Même on est en délicate. retard, mais on va décaler un petit peu. Hein, voilà, c'est pas grave, la pause déjeuner avec les groupes de travail. Est-ce qu'il y aurait quelques questions malgré la présentation extrêmement complète? On est ravis des annonces que tu nous as faites aujourd'hui en exclusivité, il faut bien le dire. Hein, Vous êtes les premiers. J'ai demandé l'autorisation hier. On est ravis. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, vous aurez tout le loisir de lui poser pendant la pause déjeuner. Alors, s'il n'y a pas de questions, c'est formidable, c'est que c'était parfaitement clair. Voilà, je voudrais vous remercier infiniment, remercier également les personnes qui nous ont suivis en direct live. Et puis, donc, vous inviter, on se retrouve à 14h15 pour les groupes de travail. On affichera tout à l'heure ici les salles, mais il y aura 2 groupes de travail dans la salle plénière et 2 dans les salles. Mais tout sera affiché. D'accord ? Bon appétit tout le monde.